Dans cette première capsule vidéo consacrée aux bases de données ainsi qu'au langage SQL, nous allons découvrir les bases de données relationnelles. Nous allons tenter de voir à partir d'exemples simples pourquoi celles-ci sont absolument essentielles dans l'informatique d'aujourd'hui. Allez, en route pour la découverte. Nous allons commencer cette découverte par l'étude simplifiée et le fonctionnement des bases de données. Le développement des traitements informatiques nécessite la manipulation de données de plus en plus nombreuses. Leur organisation et leur stockage constituent un enjeu essentiel de performance, tant pour les applications et logiciels des entreprises, administrations et autres, que pour les données fournies sur les sites web. L'année dernière, nous avons eu l'occasion de travailler sur des données structurées en les stockant dans des fichiers au format CSV que nous pouvions lire à l'aide d'algorithmes simples en Python. Cette méthode de stockage de l'information peut s'avérer pratique dans certains cas précis, mais atteint rapidement ses limites lorsque les données sont très nombreuses et il est alors souhaitable d'utiliser une véritable base de données pour stocker les données, y accéder et surtout les modifier. Le terme base de données est apparu à la fin des années 50 suite à la fabrication des premiers disques durs qui permettaient de stocker et de manipuler des données. Avec l'apparition du web, à la fin des années 90, la quantité de données à stocker a littéralement explosé. Aujourd'hui, la plupart des sites internet, du plus petit site personnel au grand site d'e-commerce, utilisent une ou des bases de données. Les bases de données jouent donc un rôle fondamental dans notre monde devenu numérique, où il est extrêmement facile de dupliquer l'information. Et cela pose également des problèmes de sécurité et d'utilisation de ces données, parfois personnelles et sensibles, les données médicales, les données bancaires, etc. Des lois ont été mises en place afin de protéger les citoyens au niveau européen. Nous y reviendrons dans la suite du cours lorsque nous aborderons le RGPD, le Règlement général de protection des données. Le recours aux bases de données relationnelles est aujourd'hui une solution très répandue. Ces bases de données permettent d'organiser, de stocker, de mettre à jour, d'interroger des données structurées volumineuses utilisées simultanément par différents programmes ou différents utilisateurs. Cela est impossible avec les représentations tabulaires étudiées en classe de première. Des systèmes de gestion de bases de données, appelés SGBD, de très grande taille, de l'ordre du pétaoctet, soit 1 million de gigaoctets, sont au centre de nombreux dispositifs de collecte, de stockage et de production de l'information. Ceux-ci sont généralement stockés dans d'immenses data centers. L'accès aux données d'une base de données relationnelles s'effectue grâce à des requêtes d'interrogation et de mise à jour qui peuvent par exemple être rédigées dans un langage nommé SQL, qui fera l'objet d'une prochaine capsule vidéo. Les traitements peuvent être alors conjugués à un langage autre tel que le Python. Mais avant de voir tout ceci en détail, il nous faut comprendre ce que signifie base de données relationnelle. Prenons un exemple simple pour comprendre. Un site de diffusion de médias tels que Netflix, OCS ou Amazon Prime dispose d'une bibliothèque de films qu'il convient de classer afin d'y accéder plus facilement et de présenter ces films aux utilisateurs. Voici par exemple un tableau simplifié contenant le nom du film, le réalisateur, son année de sortie, sa nationalité, son genre. La notion de relation est au cœur des bases de données relationnelles. Une relation peut être vue comme un tableau à deux dimensions composé d'un en-tête et d'un corps. Par habitude, on emploie plutôt le terme de table à la place de relation. L'en-tête contient donc des intitulés qu'on appellera attributs. Le corps contient des données, les proprement dites. Le corps de la table est lui-même en fait découpé en ce que l'on appelle des tuplets, les lignes, et les attributs correspondent aux colonnes. La relation film ou table film contient l'attribut titre, qui est composé, lui, du nom des films présents dans notre table. Le tuplet encadré sur le schéma contient les éléments relatifs au film Star Wars épisode 9. Pour chaque attribut d'une relation, donc chaque colonne, il est nécessaire de définir ce que l'on appelle un domaine. Le domaine d'un attribut donné correspond à un ensemble fini ou infini de valeurs admissibles.
Prenons un exemple. Le domaine de l'attribut année de sortie correspond à un ensemble d'entiers. Cette colonne année de sortie devra obligatoirement contenir des entiers supérieurs à 1895, année de la première sortie d'un film. Autre exemple, le domaine de l'attribut titre correspond à l'ensemble des chaînes de caractères admissibles pour définir le titre du film. Dernier exemple, le domaine de l'attribut genre correspond à l'ensemble des genres possibles. On voit bien ici que le domaine sera fini. Au moment de la création d'une relation ou d'une table, il est nécessaire de renseigner le domaine de chaque attribut. Il faudra penser à vérifier lors d'un ajout d'un élément que celui-ci respecte bien le domaine de l'attribut. Ne pas ajouter par exemple l'année 220 dans la date de sortie d'un film en ayant oublié un 0 à 2020. Autre contrainte très importante dans les bases de données relationnelles, une table ne peut pas contenir deux tuplets identiques. Par exemple, la situation ci-dessous n'est pas autorisée. Nous y reviendrons dans la prochaine capsule vidéo. Afin d'être sûr de respecter cette contrainte des tuplets identiques, on définit la notion de clé primaire, en anglais primary key. Une clé primaire, c'est un attribut, donc une colonne, dont la valeur permet d'identifier de manière unique un tuplet de la relation. Autrement dit, si un attribut est considéré comme clé primaire, on ne doit pas trouver dans toute la table deux fois la même valeur pour cet attribut. L'attribut réalisateur peut-il jouer le rôle de clé primaire? A priori non, car il est possible de trouver deux fois le même réalisateur dans la table. L'attribut titre peut-il jouer le rôle de clé primaire? Non plus, car il est possible de trouver deux fois le même nom de film en réalité. Il existe de nombreux films présentant un remake. Le Crime de l'Orient Express, par exemple, est un film britannique réalisé par Sidney Lumet, sorti en 1974. Donc rien à voir avec le film présent dans notre liste, qui date de 2017. Si on se réfère à notre relation film, nous n'avons pas d'autre choix que d'ajouter un attribut ID film, pour identifiant du film, correspondant à la clé primaire de notre table. À chaque fois qu'un film sera ajouté à la relation, son idée sera choisie par incrémentation de l'idée du film précédemment ajouté. Il est donc impossible d'avoir deux films avec le même idée. Ajouter un attribut ID afin qu'il puisse jouer le rôle de clé primaire est une pratique courante qu'il faudra généraliser dans vos futurs travaux sur les bases de données relationnelles. Dans notre cas, il aurait été possible de ne pas utiliser d'attribut ID, car chaque film sorti possède un numéro de visa d'exploitation qui lui est propre. Celui-ci aurait pu jouer le rôle de clé primaire. Cependant, comme ce visa d'exploitation n'est lié qu'à la France, il est préférable d'utiliser un identifiant simple, un entier, comme clé primaire. En toute rigueur, une clé primaire peut être également constituée de plusieurs attributs. Par exemple, le couple réalisateur-titre pourrait jouer le rôle de clé primaire, à moins qu'un réalisateur réalise deux films portant deux fois le même titre. Mais nous n'étudierons pas cet aspect de couple de clé primaire cette année. Reprenons notre relation film. Nous désirons maintenant un peu enrichir cette table en ajoutant des informations supplémentaires sur les réalisateurs, comme par exemple leur date de naissance ou leur nationalité qui peut être différente de la nationalité du film. Sur notre table, nous avons ajouté trois attributs, le prénom du réalisateur, la date de naissance du réalisateur et la nationalité du réalisateur. Nous avons aussi renommé l'attribut réalisateur en non-réalisateur. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a pas mal d'informations dupliquées. Par exemple, on retrouve 4 fois George Lucas ou même chose pour Luc Besson. Cette duplication n'est pas indispensable et surtout, elle n'est pas souhaitable. En effet, dans une base de données, on évite autant que possible de dupliquer les informations. Le jour où il faut ajouter une information ou corriger une valeur, il faut apporter alors autant de fois la correction qu'il y a d'enregistrement. Ce n'est pas très fonctionnel, très rationnel et il y a de très nombreux risques d'erreur et d'oubli. Si nous dupliquons autant de données inutilement, c'est que notre structure n'est pas la bonne.
Il faut donc alors revoir en profondeur cette structure. Mais alors, comment faire pour que ces informations soient présentes sans qu'elles soient dupliquées? La solution est relativement simple et surtout présente en filigrane dans le titre de cette capsule. Il nous faut 2 tables au lieu d'une seule et créer un lien, une relation, entre ces 2 tables. Nous devons donc créer une relation réalisateur et modifier la relation film en conséquence en remplaçant l'attribut réalisateur par un simple attribut ID réalisateur qui contient un entier, une simple référence. L'attribut ID réalisateur de la relation film permet de créer un lien avec la relation réalisateur. ID réalisateur correspond à l'attribut ID de la relation réalisateur. L'introduction de cette relation, de cette mise en place de lien, en fait, permet d'éviter la redondance d'informations. L'idée réalisateur est la clé primaire de la relation réalisateur, de la table réalisateur, et cette clé primaire va être utilisée dans la table film comme une valeur faisant référence à la table réalisateur. Cet attribut, en fait, cette valeur, est appelée clé étrangère. L'attribut correspond à la clé primaire d'une autre table, d'où le nom étrangère. Pour préserver l'intégrité d'une base de données, il est important de bien vérifier que toutes les valeurs de la clé étrangère correspondent bien à des valeurs présentes dans la clé primaire de l'autre table. Nous aurions alors un problème d'intégrité de la base de données si une valeur de l'attribut ID réalisateur de la relation film ne correspondait à aucune valeur de la clé primaire de la relation réalisateur. Il est impératif de vérifier cette contrainte et de renvoyer une erreur en cas de problème afin de ne pas provoquer de comportement erratique de notre base de données. Nous y reviendrons dans une prochaine capsule. Vous pouvez appliquer le même raisonnement sur la nationalité et ainsi créer une table nationalité avec le nom du pays. Libre à vous ensuite d'ajouter d'autres renseignements sur le pays si nécessaire. Une fois cette liaison effectuée entre les tables via les clés primaires, nous pouvons visualiser ce que l'on appelle le schéma relationnel. Un schéma relationnel permet de présenter l'ensemble des relations d'une base de données. Lorsque l'on affiche un schéma relationnel d'une base de données, il est nécessaire de fournir les informations suivantes. Le nom des différentes tables, synonyme de relation. Pour chaque relation, la liste des attributs, les champs avec leur type, entier, chaîne de caractères, etc. et leurs domaines respectifs. Pour chaque relation, la clé primaire et, éventuellement, la ou les clés étrangères. Voici un exemple pour la relation film avec l'ensemble de ses attributs. Et pour la relation réalisateur avec également l'ensemble de ses attributs. Le schéma relationnel global peut ensuite être résumé par la liaison graphique suivante. Les attributs avec clé jaune sont des clés primaires, l'attribut avec une clé argentée est une clé étrangère. Notre base de données est maintenant entièrement décrite, nous allons pouvoir travailler avec. Je vous invite pour aller plus loin à reprendre quelques ressources Wikipédia. Vous pouvez bien sûr consulter en premier lieu l'article sur les bases de données, puis pour bien comprendre les notions de clés primaires, clés étrangères, celui des bases de données relationnelles. Maintenant que nous connaissons les fondamentaux des bases de données relationnelles, nous allons pouvoir passer à la pratique et à la mise en œuvre de nos connaissances dans les activités qui vont suivre, avant de découvrir dans la prochaine capsule vidéo les systèmes de gestion de bases de données, nommés plus souvent SGBD. Bon courage!